Bonjour à tous, c'est un challenge, mais en même temps, sur l'ensemble des éléments qu'a présenté Boris, l'idée de ce regard croisé, c'était aussi de montrer qu'on avait des similarités entre nos filières et en tout cas sur les défis relatifs à nos filières sur le volet du commerce international. Et en tout cas, en filière porcine, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est une filière qui est dans une position plutôt intermédiaire sur la scène internationale, mais qui est sous tension, notamment de par tous ces défis, les contraintes sanitaires, le déploiement de nouveaux agréments avec de nouveaux concurrents. Et c'est ce que je vais tenter de vous exposer dans un temps assez réduit. Bon, de toute façon, par où on part, c'est ce que présentait Boris précédemment. C'est sur la question de la mondialisation du commerce et des filières animales. La filière porcine, c'est une filière qui n'échappe pas à cette question de mondialisation. Aujourd'hui, on est à peu près sur 9% de la production mondiale qui est échangée à travers le monde. Et au sein même du bassin intra-européen, c'est 15% de la production européenne qui est destinée à l'export. Donc on est dans cette question d'un marché mondialisé. Ce marché mondialisé, il est entre les mains de très peu d'acteurs, peu d'importateurs. 10 pays dans le monde réalisent 77% de la demande mondiale, et avec la Chine qui est très largement en tête. Et de la même manière, il y a très peu d'exportateurs sur la scène internationale, en tout cas qui comptent. Le top 10 des exportateurs mondiaux réalise 87% des échanges internationaux. Et donc, dans ce top 10, on va retrouver la France à la 9e position en 2024. On est sur un marché international qui est globalisé entre les mains de peu d'acteurs, mais on est aussi dans un marché international qui est hautement concurrentiel. Et ces dernières années, on a des pays quand même qui se démarquent très clairement. Et c'est le cas notamment du Brésil, qui en l'espace de 10 ans a augmenté ses exportations de 170% à l'échelle mondiale, mais aussi de l'Espagne. Donc on a des leaders qui se déploient, qui se démarquent, et à l'inverse, on a les leaders un peu du passé, comme le présentait ce matin Christine, avec l'Allemagne et le Danemark, qui aujourd'hui sont plus en retrait et où les baisses en termes de présence sur la scène internationale sont aussi très notables. Dans tout ça, où est-ce que se situe la France ? Ces 10 dernières années, on observe quand même une hausse des exportations françaises sur la scène internationale de l'ordre de 3%. Donc parmi ces concurrents qui se développent, le Brésil, c'est un pays qui est au cœur de cet accord de libre-échange autour du Mercosur. Et en filière porcine, c'est un pays qui se déploie très massivement. Il y a un fort soutien de la part du gouvernement brésilien pour promouvoir le Brésil sur la scène internationale. C'est un pays qui est présent sur l'ensemble du globe, que ce soit en Asie, en Afrique ou encore en Amérique latine. Et c'est un pays qui déploie sa présence et déploie ses exportations aussi bien en volume qu'en valeur. Et au-delà de ça, c'est un pays qui est hautement compétitif. Alors ce matin, Christine a présenté ce graphe un peu de manière différente. L'idée là-dedans, c'est de montrer qu'en termes de coût de production, le Brésil, c'est le pays qui se situe en bas de classement. Et c'est un pays qui se déploie notamment sur la scène internationale parce que c'est un pays qui est capable de proposer de la viande à moindre coût sur l'ensemble des marchés mondiaux. Et comme le disait juste à présent Michel, c'est un pays qui tente de s'aligner le plus possible sur nos standards de production européens. En tout cas, c'est ce qui est affiché dans les lignes directrices. Au-delà de ce concurrent qui se démarque tel que le Brésil, tout juste à côté de nous, on retrouve quand même l'Espagne. Et là aussi, c'est un concurrent qui est quand même majeur, qui, comme le Brésil, a axé sa politique de déploiement à l'export sur une complète diversification de ce débouché, aussi bien vers les pays tiers que vers l'UE. Et on voit au fil du temps, quand la Chine est aux achats, les Espagnols ont su être très agiles, très adaptables et se positionner très rapidement sur ce marché chinois. Aujourd'hui, la demande chinoise est plus en retrait. On a des Espagnols qui se retrouvent sur le marché européen. Sur le marché européen, où il y a une multitude de destinations, la France, c'est le premier débouché des Espagnols, mais pas que. Et sur la scène internationale, on a aussi des Espagnols qui se sont implantés en Chine, tout d'abord, mais aussi sur d'autres pays, au Japon, en Corée et sur d'autres destinations. Donc on est sur un peu deux pays de concurrence similaires qui se sont massivement déployés sur le marché de l'export et sur un ensemble de débouchés très variés. Et donc du coup, on est dans une dynamique de demande internationale dynamique,
Ces 25 dernières années, la demande mondiale a augmenté de 154%. Par contre, en filière porcine, le réel défi se trouve dans la valorisation de ce que nous exportons. Et alors que les volumes ont progressé de 154%, la valeur de ceux-ci, en euros courants, n'a, elle, progressé que de 23%. Donc il y a réellement ce défi de la valorisation de ce que nous exportons et des produits du porc que nous exportons qui se pose pour nos filières. Dans tout ça, eh bien, je vous disais que la France était un pays qui se situait dans une position plutôt intermédiaire. Eh bien, effectivement, à destination des marchés tiers, la part de marché de la France ne cesse de diminuer parce qu'il y a des gros concurrents qui, eux, ne cessent de s'implanter plus massivement, le Brésil, l'Espagne. Par contre, sur les marchés tiers, on se rend compte que la France se situe toujours autour du 8e à 10e exportateur mondial. Et ça, c'est le même constat sur le marché européen. La part de marché de la France diminue parce qu'il y a des gros leaders, notamment les Espagnols, qui ne cessent de se déployer. Par contre, notre filière reste autour de la 6e, 7e position sur la scène intra-européenne. Donc on est toujours dans cette dynamique de position intermédiaire sur la chaîne, sur le marché de l'export. En termes de valorisation, là aussi, la France a une position intermédiaire, que ce soit sur le marché intra-européen, où là on voit, on n'est pas le pays qui valorise le mieux ces différents produits du porc. Néanmoins, on n'est pas dans la stratégie danoise ou néerlandaise à proposer tout type de produits à bas prix. Et de la même manière, sur les marchés tiers aussi, on retrouve notre marché français en position intermédiaire. Dans tout ça, on a des équilibres qui récemment se retrouvent complètement malmenés par la géopolitique internationale, par Donald Trump qui a réactivé cette politique douanière contre le reste du monde, qui a créé beaucoup de volatilité, d'incertitude et qui force finalement les autres pays du monde à négocier des accords. Et c'est ce qu'on voit sur l'ensemble des secteurs, pas seulement commerciaux. En tout cas, ce qui se passe avec la politique américaine va être complètement structurante dans les années à venir pour le commerce mondial des produits du porc. Et dans tout ça, on va aussi retrouver la politique chinoise qui, elle, pour d'autres raisons, tente de réguler son marché en jouant aussi sur le commerce mondial. C'est notamment une des raisons de cette enquête anti-dumping où les conclusions étaient rendues juste avant les vacances de Noël. Très clairement, la Chine décide de qui seront ses fournisseurs demain et les décisions du gouvernement chinois induisent une perte de compétitivité pour les exportateurs français et européens, en tout cas de fortes distorsions de concurrence. Dans tout ça, on a un marché français qui est dans cette position intermédiaire, mais par contre qui est aussi confronté à un déficit structurel depuis plusieurs années. En cette fin d'année dernière, on alertait sur le déficit commercial de la balance agricole française. En porc, c'est une réalité quand même depuis plusieurs années. Et en porc, en fait, on se rend compte que le commerce avec les pays tiers tente de tirer la balance commerciale vers le haut, mais ça ne suffit pas. On reste dans une dynamique déficitaire en valeur. Et là, on est sur un réel défi pour la filière française de réduire ce déficit structurel en termes de valeur. Et dans les années à venir, au-delà de cette question de défis liés à la balance commerciale, on est sur une filière française qui doit aussi faire face à des défis d'ordre sanitaire. Et l'arrivée de la FPA en Espagne pourrait créer une pression plus importante à l'import, notamment face à des exportateurs espagnols contraints qui se retrouvent du coup à lorgner sur notre filière française et où là on a un réel risque pour notre filière. Et donc du coup en conclusion, en termes de dynamique internationale, on est sur des pays tiers qui jouent un rôle essentiel et positif pour notre filière. Par contre, on est sur des débouchés qui sont soumis à de grandes incertitudes, avec une grande volatilité qui rend l'anticipation difficile pour l'ensemble des maillons de la filière. Il existe quand même des leviers pour l'avenir, pour nos filières, face à cet environnement international très changeant. Des leviers autour de la diversification des débouchés, par exemple, de repenser notamment sa stratégie d'export. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des défis et des opportunités sur cette scène internationale qui se posent pour la filière française. Et les filières n'auront
pas d'autre choix que de capitaliser sur ces changements d'équilibre structurants et qui, on le voit, hein, ne s'apaisent pas. On a parlé du Mercosur, j'ai parlé de la FPA. En tout cas, ils sont multiples et ils sont réellement au cœur des défis de notre filière. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on peut applaudir la performance et l'efficacité, la rapidité de la présentation. Bon, on est désolé, je suis désolé, Elisa, d'avoir poussé à aller un peu plus vite. Donc on prend quand même le temps, comme pour la présentation précédente, d'une question, s'il y en a une dans la salle. Alors c'était un peu vite, donc... il n'y a plus. Non, c'est la question. Oui, sur les écrans intermédiaires. Oui, Anne. Merci pour ta présentation, Elisa. J'ai une petite question. En fait, la façon dont tu présentes les choses, on voit qu'on est moins compétitif que les autres à l'export, etc., mais ça, on le sait. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a à exporter compte tenu de l'évolution de la production? Et est-ce que finalement, ma question, c'est est-ce que finalement, la France, son objectif, c'est pas juste d'être assez bon pour exporter au mieux les pièces qu'on ne sait pas commercialiser chez nous? Parce que là, on va jamais rivaliser avec le Brésil ou je ne sais qui. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas se contenter de ça et d'essayer de faire juste ça très bien? En fait, du coup, je rejoins la question remarque. On se rend compte que ces dernières années, la filière française a quand même un peu mieux résisté que d'autres filières européennes, notamment quand l'Allemagne a été touchée par la FPA et qu'elle a emmené dans son sillage les Pays-Bas et le Danemark. Et derrière tout ça, c'est une filière qui est beaucoup moins dépendante à ce commerce extérieur, qui est très volatile et très changeant. Aujourd'hui, les Espagnols ont beaucoup à perdre de la fermeture des débouchés, notamment liés à la FPA. Donc, du coup, effectivement, on est sur une filière qui reste dans cette position intermédiaire, et c'est pas dans le sens péjoratif du terme, mais ce que je retiens, c'est qu'on est aussi sur une filière qui garde son importance au fil du temps sur la scène internationale et qui est peut-être un peu moins malmenée que d'autres par sa moindre dépendance au commerce extérieur. Pour rappel, on est environ entre 28 et 30% de ce que nous consommons qui est issu de l'importation et de ce que nous produisons qui est destiné à l'export. Ce qui n'est sans commune mesure par rapport aux filières nord-européennes comme le présentait Christine ce matin.